La réservation avait été faite 3 semaines auparavant. Sloan Whitfield avait appelé la table des Oren un mardi matin. Miles mangeait encore ses céréales au comptoir de la cuisine, sa cuillère traçant de l'encercle dans le lait. Une table pour 3, s'il vous plaît. Le 14 octobre, à 19 h. C'est l'anniversaire de mon fils. La femme au téléphone avait dit, c'est formidable. Nous allons faire en sorte que ce soit spécial. Sloan l'avait cru. Elle croyait beaucoup de choses à cette époque. Il était maintenant 19 h 22, le 14 octobre, et la table était mise pour 3. Le ballon que Miles avait choisi lui-même, bleu, en forme de T-Rex, était attaché à la chaise vide. La chaise sans personne. La chaise de Derek. Miles portait la chemise en flanelle bleu marine que Sloan avait repassée la veille. Ses cheveux étaient peignés en arrière, une mèche rebelle se dressant sur le haut de sa tête, malgré tous ses efforts. Et je restais assise bien droite, les mains jointes sur la table, les yeux rivés sur la porte d'entrée du restaurant avec cette patience propre aux enfants. Celle qui ignore encore qu'elle pourrait être gaspillée. Papa arrive bientôt? Il est en route, ma chérie. Sloan jeta un coup d'œil à son téléphone sous la table. 17 appels manqués, aucune réponse. Le restaurant était chaleureux et calme, comme toujours dans les restaurants de Brooklyn Heights le vendredi soir, éclairé à la bougie et sans hâte. l'East River scintillait à travers les hautes fenêtres, et au loin, la silhouette dorée de Manhattan embrasait l'horizon. Une table sur 2 était occupée. Des couples, des familles, des gens venus les uns pour les autres. À 19 h 30, le serveur apporta le gâteau. Un gâteau au chocolat décoré de dinosaures en glaçage vert. Miles avait passé 4 minutes à la pâtisserie à choisir celui qui avait les plus grandes dents. « On attend ?» demanda doucement le serveur, son regard oscillant entre Sloan et la chaise vide. « Non » répondit Sloan. « On n'a pas besoin d'attendre. » Elle alluma elle-même les 5 bougies. Miles se pencha en avant, les joues gonflées. Tout le poids de son espoir se concentra en une seule inspiration. Il souffla toutes les bougies d'un coup. Le restaurant applaudit. Sloan applaudit à son tour, sourit, prit la photo et l'envoya à Derek. Message reçu. Pas d'accusé de réception. Elle rangeait déjà son téléphone dans son sac lorsqu'elle jeta un coup d'œil vers le fond de la salle, et ses mains s'immobilisèrent. Derek était déjà là. Simplement, il n'était pas à leur table. Il était assis à la table d'angle près de la fenêtre. Celle avec la lumière tamisée et la vue sur le pont. Celle que les couples demandent pour être tranquilles. Et Sloan le savait, car elle l'avait demandé elle-même 7 ans auparavant, la première fois que Derek l'avait emmenée ici. Cette table, avait-elle dit en la désignant. Celle qui donne l'impression d'être un secret. Il avait ri et avait demandé à l'hôte, et il l'avait obtenu. Ce soir-là, quelqu'un d'autre était assis en face de lui. Une femme en robe sombre, les cheveux blonds ramenés sur le côté, une main posée sur la table, près de la sienne. Sans contact. Juste proche. La façon dont on s'assoit près de quelqu'un, même en le touchant, allait de soi. Derek se penchait vers elle. À peine, légèrement. Comme le corps se tourne instinctivement vers la chaleur. Puis il lui baisa la main. Un petit geste, bref, mais sans hâte. Et Sloan comprit, en l'observant, que ce n'était pas la première fois. On ne s'embrasse pas la main comme ça la première fois. Ce geste appartenait à une histoire qu'on lui avait cachée. Miles parlait du dinosaure en glaçage. Sloan se retourna vers lui, sourit, répondit. Elle ne savait pas ce qu'elle avait dit. Pendant les 4 minutes qui suivirent, elle vécut comme dans une bulle, une sorte de régression dont elle ignorait l'existence. Cette bulle qui prend le relais quand le vrai moi se réfugie dans le calme pour absorber un choc. Puis Derek leva les yeux. Leurs regards se croisèrent à travers le restaurant. Il resta immobile. 3 secondes entières. Puis son expression se figea, redevenue maîtrisée. Le visage qu'il arborait dans les salles de réunion quand les choses allaient mal, mais il avait besoin de cette atmosphère pour croire le contraire. Il se leva, s'excusa auprès de la femme et se dirigea vers la table de Sloan. « Sloan, dit-il en s'arrêtant et en s'éclaircissant la gorge. Je peux vous expliquer. Asseyez-vous, dit-elle d'une voix calme et posée. Miles mange son gâteau d'anniversaire. Vous allez vous asseoir, puis vous allez lui chanter joyeux anniversaire, et cette soirée ne doit concerner que votre fils. C'est clair?
Un silence. Il la regarda comme s'il cherchait quelque chose. De la colère, des larmes, quelque chose à gérer. Elle ne lui donna rien. Il s'assit. Miles leva les yeux, ses yeux s'illuminant comme des bougies. « Papa, tu as réussi. » Le sourire de Derek arriva avec une demi-seconde de retard. « Oui, mon grand, dit-il. J'ai réussi. » Sloan observa le visage de son fils, une joie pure et simple, et la rangea soigneusement entre les autres émotions qu'elle ressentait. Elle prit sa fourchette. Elle mangea du gâteau. Elle demanda à Miles quel dinosaure il voulait emporter. Elle ne regarda plus la table du coin, mais elle avait déjà tout mémorisé. « Je le savais déjà, dit Sloan. Je le sais depuis juillet. » Derek pâlit. Cela signifiait qu'il se trouvait dans le couloir de leur appartement. Miles s'endormit au bout du couloir. La ville, dehors, continuait son cours habituel. Brillant de mille feux, indifférente. Derek l'avait suivi à l'intérieur avec l'énergie d'un homme préparant un discours. Il ouvrit la bouche. Elle prit la parole la première. Et son discours s'effondra. « Tu savais ?» Il posa la question comme une interrogation, mais ce n'en était pas une. « Tu savais et tu n'as rien dit. » J'avais besoin de comprendre à quoi j'avais affaire avant de parler. Tout avait commencé en juillet. Un mardi matin, Miles mangeant ses céréales au comptoir. Derek sous la douche. Son ordinateur portable ouvert sur l'îlot de cuisine, une notification apparaissant à l'écran avant même que Sloan ait pu détourner le regard. Ce soir était parfait. P c'était tout. 7 mots. Mais 7 mots ont un poids, surtout lorsqu'ils arrivent sur l'ordinateur portable de votre mari à 7 heures du matin. Et d'une simple initiale. Elle n'avait pas ouvert le courriel. Elle ferma l'ordinateur, rinça sa tasse de café et conduisit Miles à son stage d'été. Mais elle avait commencé à surveiller. Pas de manière obsessionnelle. Pas avec l'énergie frénétique et blessée de quelqu'un qui espère se tromper. Avec précaution. La même façon dont elle abordait un bâtiment avant d'en concevoir l'intérieur, en analysant sa structure, en comprenant ce qui le soutenait et ce qui, lentement, s'effondrait. Elle remarqua le téléphone en mode silencieux le vendredi soir. L'odeur d'un parfum inconnu, pas de sa marque, quelque chose de plus discret, s'était diffusé. Les réunions tardives qui apparaissaient sur son agenda, résumées en quelques mots, opération, stratégie, revue. Aucun lieu, aucun participant. Le compte Instagram qu'elle avait découvert par hasard. Un profil public, une professionnelle du marketing. Des publications fréquentes sur ses voyages dans les villes que Derek avait visitées la même semaine. Petra Voss. Le nom sur la carte qu'elle avait aperçue une fois sur le comptoir de la cuisine, face cachée, que Derek avait glissé dans la poche de sa veste avant qu'elle ait pu la lire entièrement. Elle l'avait lue en entier. 3 mois à observer. 3 mois à se faire une idée complète avant même d'y toucher. « Pourquoi tu ne me l'as pas simplement demandé ?» dit Derek. Sloan le regarda. « Parce que les hommes comme toi ne répondent pas honnêtement à cette question quand on la leur pose directement. Ils y répondent quand ils n'ont plus le choix. » Elle prit son oreiller sur le lit. « Tu peux garder la chambre. Je dors avec Miles ce soir. » Elle descendit le couloir. Elle ne claqua pas la porte. Le léger clic était bien pire. Elle le retrouva le lendemain matin. L'iPad de Miles était sur le comptoir de la cuisine, branché, écran noir. Sloan le prit pour le déplacer, et l'écran s'alluma. Une vignette vidéo qu'elle ne reconnaissait pas 42 minutes d'enregistrement datant de 3 semaines. Miles était dans le bureau de Derek. Il faisait ça parfois. Il posait l'iPad sur une étagère et appuyait sur enregistrer parce qu'il avait vu Derek prendre des appels vidéo et voulait faire semblant d'en faire autant. Généralement, il se filmait en train de faire des grimaces devant la bibliothèque. Généralement, Sloan les supprimait et passait à autre chose. Elle appuya sur lecture. L'angle était de travers, légèrement dirigé vers le plafond. Le bord du bureau en acajou était visible en bas de l'image. Mais le son était clair. D'abord la voix de Derek. « J'ai besoin de plus de temps. » Puis une voix de femme. D'une voix mesurée, posée. La voix de quelqu'un habitué à être le plus calme de tous. « Tu n'as plus de temps, Derek. » Neil pose déjà des questions sur les résultats trimestriels.
Si tu ne restructures pas les actions avant la fin de son audit, nous sommes tous les deux exposés. Petra. 31% dans ma société holding. Tu déposes le transfert avant la fin du 4e trimestre. Et ensuite, tu lances la procédure de séparation. Après ça, on consolide les portefeuilles et tu es protégé. Un silence. La voix de Derek, plus basse. Et si je ne le fais pas? Alors Neil trouvera ce qu'il cherche. Et tu t'expliqueras à un enquêteur fédéral à ma place. La vidéo s'est terminée 40 secondes plus tard, quand Miles est revenu dans le champ, a pris l'iPad et a commencé à se filmer en train de rugir comme un dinosaure. Sloane est restée assise à la table de la cuisine pendant un long moment. Elle ne tremblait pas. Cela l'a surprise. Elle s'attendait à ce que ses mains tremblent. Au lieu de cela, elle a ressenti une étrange clarté, froide. L'impression que la pièce prenait forme. Ce n'était pas seulement une trahison. C'était un complot. Et Derek, l'homme qu'elle avait vu charmer les investisseurs et intimider ses concurrents pendant 4 ans, n'en était pas l'instigateur. Il en était la cible. Elle enregistra la vidéo sur son cloud privé, la supprima de son iPad et reposa ce dernier sur le comptoir. Elle ouvrit sa Kindle et retrouva la page des 48 lois du pouvoir. Loi 3, dissimulez vos intentions. Elle l'a lu 2 fois. Puis elle prit son téléphone et envoya un SMS à Audrey, annule ta matinée. J'ai besoin de toi. Audrey Tran n'annulait pas facilement. C'était le genre d'avocate qui avait 3 téléphones et répondait à tous. Elle facturait par tranche de 6 minutes et avait même dit un jour à Sloane que la seule raison valable pour reporter une matinée était une catastrophe naturelle ou une citation à comparaître fédérale. Quand le SMS de Sloane arriva à 6h47, Audrey le lut, libéra son créneau de 9h et répondit par 3 mots, où? À quelle heure? Ils se sont rencontrés au bureau d'Audrey, au 24e étage d'un immeuble du centre-ville. 2 gobelets Starbucks trônaient sur la table de conférence. L'enregistrement audio de l'iPad de Miles était diffusé sur le téléphone de Sloane tandis qu'Audrey, les bras croisés et le visage impassible, écoutait. L'enregistrement terminé, Audrey resta silencieuse pendant 11 secondes. Sloane compta. Ce n'est pas une affaire de divorce, finit par dire Audrey. C'est une affaire de fraude déguisée en divorce. Je sais. Il nous faut quelqu'un chez Callaway Capital. Je le sais aussi. Sloane ouvrit son sac et fit glisser un courriel imprimé sur la table. Il vous a déjà contacté. Le courriel était arrivé dans la boîte de réception d'Audrey à 23h54 la veille. Expéditeur, N. Dunbar. Objet, Callaway Capital. Urgent et confidentiel. Suite du message, 4 phrases demandant un rendez-vous. Audrey avait supposé qu'il s'agissait d'un client potentiel qu'elle n'avait pas encore placé. Elle ne l'avait pas placé car, jusqu'à cet instant, elle ignorait qui était Neil Dunbar. Elles le rencontrèrent le lendemain après-midi dans un café de Tribeca. Petit, sans caméra près de la porte. Un endroit où le bruit ambiant couvre toute conversation. Neil Dunbar arriva 5 minutes en avance. Déjà assis, adossé au mur, il observait l'entrée. Un homme qui, depuis un moment, jetait des coups d'œil par-dessus son épaule. Il y a 6 mois, dit-il sans un mot de bienvenue, Petra Voss est venue me voir avec des documents concernant une transaction que j'avais gérée en 2019. Rien de criminel. Mais interprétable. Elle a clairement indiqué ce qu'elle voulait en échange de son silence. C'était quoi? Ma coopération. Mon silence sur la restructuration du capital. Et mes codes d'autorisation pour l'audit du 4e trimestre. Il déposa un dossier sur la table. 3 mois d'emails internes, de virements bancaires, d'enregistrements de sociétés écrans dans le Delaware et aux îles Caïmans. Pourquoi vous manifestez maintenant? Demanda Sloane. Neil la regarda droit dans les yeux. Parce que j'ai vu ce qu'elle a fait aux 2 derniers hommes qui lui ont fait confiance. Et parce que j'ai une fille de votre âge. Il rapprocha le dossier d'un peu plus. Et parce que certaines choses sont tout simplement inacceptables. L'appel est arrivé ce soir-là. Sloane était en train de coucher Miles, lui lisant le livre sur les dinosaures pour la 4e nuit consécutive, car Miles était persuadé que si quelque chose avait été bon une fois, il le serait toujours. Son téléphone vibra sur la table de chevet. Numéro inconnu. Elle laissa le répondeur prendre l'appel. Le message disait, Sloane, ici Greta Callaway. Je pense qu'il est temps de parler franchement.
Je serai à la maison demain soir. Passe à 18h. Sloane avait passé 4 ans à craindre légèrement Greta Calloway. Cette femme était précise, directe et d'une chaleur parcimonieuse qui pouvait facilement passer pour de la froideur. Elle portait ses cheveux argentés courts et exprimait ses opinions sans embâche. Lors de leur première rencontre, elle avait serré la main de Sloane et avait dit « Derek a dit beaucoup de bien de vous. Voyons s'il a raison. » Ce n'était pas une méchante. C'était simplement une femme qui ne feignait pas une douceur qu'elle ne ressentait pas. Et Sloane avait toujours interprété cela comme de la désapprobation. Elle arriva à la maison de ville de l'Upper East Side à 18h le lendemain soir. La maison était calme et bien rangée. Des livres jonchaient chaque recoin. La cheminée laissait crépiter un doux feu. Greta, une tasse de thé à la main, se tenait près de la fenêtre et ne se retourna pas immédiatement, comme on le fait lorsqu'on hésite sur les mots à employer. « Je n'ai jamais aimé Petra Voss », commença-t-elle. Ni la première fois que Derek l'évoquait, ni la deuxième. Il existe une forme d'intelligence entièrement au service de l'acquisition. Elle en était dotée. Elle scruta chaque pièce comme un expert examine un meuble. Elle se retourna. Son visage était impassible, mais sans méchanceté. « Je n'ai pas élevé un homme bien, dit-elle d'un ton neutre. J'ai élevé un homme compétent. Il y a une différence. Et j'ai mis trop de temps à comprendre lequel j'avais. Alors j'ai fait de mon mieux avec ce que je savais. » Elle s'approcha du bureau, ouvrit le tiroir du haut et posa un document devant Sloane. C'était un acte de fiducie datant de 4 ans, 2 semaines avant le mariage. Greta avait placé le pantouse de Tribeca, son cadeau à Derek, dans une fiducie à 2 bénéficiaires. La deuxième bénéficiaire était Sloane Whitfield. « Tu m'as protégé avant même de me connaître, » dit Sloane. « J'en savais assez, » répondit Greta. Une femme qui repasse la chemise de son fils avant son dîner d'anniversaire, c'est ce qui compte. Derek n'a jamais rien repassé de sa vie. Elle se versa une deuxième tasse de thé et la posa devant Sloane. Il y a encore une chose. Rowan Mersey m'a appelé la semaine dernière. Il s'est renseigné sur toi. Elle faillit ne pas y aller. Sloane resta assise dans sa voiture, devant le studio Mersey, pendant 4 minutes, observant les passants sur le trottoir de Soho avant de sortir. L'immeuble était une ancienne usine de fonte reconvertie, avec ses briques apparentes, ses fenêtres cintrées et la lumière de l'après-midi qui inondait l'entrée de longs rectangles de lumière. Un bâtiment qui semblait avoir été restauré avec soin et amour. Elle poussa la porte. Rowan Mersey était debout à une table à dessin, dos à l'entrée, absorbé par ses pensées. Il était grand, un peu débraillé comme ceux qui ne font pas attention à leurs vêtements, les cheveux argentés aux tempes, comme s'ils étaient arrivés tôt et n'avaient jamais changé. Il se retourna en entendant ses pas et son expression, elle fit quelque chose d'inattendu, son visage se détendit, tout simplement. Comme un visage qui reconnaît quelque chose de familier. « Sloane Whitfield » dit-il. Non pas que ce soit une surprise, ni que cela fasse longtemps. Juste son nom, comme une évidence. Ils s'étaient rencontrés à Cornell, la première semaine de leur première année, réunis pour un projet d'introduction au design, une structure temporaire à démonter à la fin du semestre. Rowan avait plaidé pour l'utilisation exclusive de matériaux de récupération. Sloane, elle, avait défendu des lignes épurées. Mais ils avaient créé quelque chose de mieux que leurs versions respectives. De cette amitié étaient nées 4 années d'une amitié simple et sincère. Puis Derek. Puis New York. Puis la vie, qui s'emballe et prend des chemins différents, comme c'est souvent le cas quand personne n'est insouciant, mais que chacun est occupé. « Je suis ton travail », dit Rowan. Il se dirigea vers la table d'appoint et prit une page imprimée, une photographie du hall de la tour Harlow. 2019, la répartition de la lumière dans le couloir. Personne d'autre ne fait ça. La façon dont vous faites entrer la lumière naturelle dans un angle, c'est une décision précise que la plupart des designers n'envisagent jamais. Vous l'avez remarqué. Je vous ai enseigné cette technique. Un léger sourire. J'espérais que vous vous souviendriez de qui mentionner. Il lui présenta la proposition sans cérémonie. Un poste de directrice du design chez Mersey Studios. Spécialisée dans le résidentiel et l'hôtellerie de charme. Son nom figurait sur la liste des candidats depuis 8 mois. Avant tout cela. Avant le dîner d'anniversaire, avant le dossier de facture d'hôtel, avant tout. Il ne s'agit pas de ce qui se passe dans votre mariage, dit-il. Cela n'a jamais été le cas.
Il s'agit de votre travail. Sloan observa le studio. La lumière, l'espace, les tables à dessin couvertes de projets. Elle sentit une sensation étrange l'envahir. Comme une reconnaissance. Quand avez-vous besoin d'une réponse, demanda-t-elle. Quand vous serez prête, répondit-il. J'ai attendu si longtemps. Le dossier arriva un lundi matin. Audrey a appelé à 8h14, alors que Sloan déposait Miles à l'école. Sa voix portait la froideur caractéristique d'une avocate qui vient de lire quelque chose d'exaspérant et qui préfère ne pas le dire ouvertement. Viens au bureau. Inutile de t'arrêter pour le café. J'en ai. Le document faisait 42 pages. L'équipe juridique de Petra Voss, un cabinet de Midtown dont le papier à en tête coûtait à lui seul plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens, avait intenté une action civile, affirmant que Petra était de facto associé stratégique de Callaway Capital et avait droit à 15% des parts. Sur la base d'un accord verbal corroboré par des communications écrites. Ils avaient joint des pièces justificatives, des courriels, des invitations de calendrier, un document cadre de conseil portant la signature de Derek. Elle a préparé ça il y a des mois, a dit Audrey. Ce n'est pas une réaction impulsive. C'est un plan. Un document secondaire était joint à la requête principale, une demande de gel temporaire des avoirs de toutes les parts de Callaway Capital, dans l'attente du règlement du litige relatif à l'association. Si sa demande était acceptée, Derek perdrait le contrôle opérationnel de sa propre entreprise pendant la durée de la procédure judiciaire. Cela pourrait prendre 18 mois. Pendant ce temps, la société holding de Petra, basée dans le Delaware, pourrait manœuvrer à sa guise. Elle essaie de paralyser le conseil d'administration avant même que quiconque puisse voter contre elle, dit Sloan. Exactement. Et elle a déposé la requête avant même que nous déposions la demande de divorce. Ce qui signifie qu'elle a le dernier mot. Sloan fixa le document. Dehors, par la fenêtre du bureau, Midtown suivait son rythme habituel. Taxi, piéton. La machinerie ordinaire d'une ville qui ne s'arrête jamais pour un drame personnel. Elle avait passé toute sa vie d'adulte dans cette ville. Elle y avait conçu des espaces de vie. Et maintenant, elle était assise dans le bureau d'un avocat, en train de lire un document de 42 pages rédigé précisément pour lui prendre quelque chose. De quoi avons-nous besoin, demanda-t-elle. 3 choses. La preuve que le contrat de conseil a été falsifié ou obtenu sous la contrainte. La preuve que l'entité du Delaware sert de véhicule à des escroqueries. Et un témoin. Neil Dunbar. S'il accepte de témoigner. Il témoignera. Sloan se leva et se dirigea vers la fenêtre. Et Derek? Sait-il ce qu'elle fait réellement? Audrey la regarda. C'est bien la question, n'est-ce pas? Cet après-midi-là, Sloan envoya un simple SMS à Derek. Retrouve-moi à la table des Oren ce soir. Celle où tu m'as fait ta demande. 18h. N'apporte rien. Viens seul. Il arriva le premier, ce qui la surprit. Il était déjà assis quand elle entra. Pas à la table du coin cette fois. Mais à la petite table près de la fenêtre où elle lui avait dit « Je t'aime » pour la première fois. Il avait l'air d'un homme qui n'avait pas dormi depuis 3 jours. Elle s'assit, posa le dossier devant lui et observa son visage pendant qu'il lisait. C'était un mercredi. Pas de grande dispute. Pas de cris. Pas d'objets jetés. Juste un mercredi à 1h du matin, dans un appartement de West Village où elle était installée depuis 11 jours. Assise par terre dans la cuisine, le dos appuyé contre le réfrigérateur, les genoux repliés contre sa poitrine, une tasse de thé froid à la main. Miles dormait. Les déménageurs étaient venus samedi. L'appartement était petit, vraiment petit, pas minuscule comme à Manhattan. 2 chambres, une cuisine en longueur, une fenêtre dans le salon donnant sur le mur latéral de l'immeuble d'à côté. Ça sentait la peinture fraîche et les produits ménagers de quelqu'un d'autre. Miles avait déclaré que sa chambre était la meilleure, car son plafond mansardé lui permettait de sauter sans le toucher. Sloan ne lui avait pas dit que c'était temporaire. Elle ne savait pas encore si c'était vrai. Allongée sur le sol de la cuisine à 1h du matin, elle s'est autorisée à faire ce qu'elle ne s'était jamais permis de faire devant personne. Elle s'est laissée aller au cœur de tout ça. À en ressentir tout le poids. Pas la trahison, qui avait sa propre forme et qu'elle avait déjà cartographiée. Mais ce qui se cachait derrière.
Les années passaient à se faire toutes petites. La carrière qu'elle avait mise de côté, rangée parce qu'elle aurait le temps plus tard. Le portfolio qu'elle avait cessé d'enrichir. Le matin où elle avait regardé Derek partir au travail et était resté. Compétent, habile, avec un tiroir plein de crayons qu'elle n'ouvrait plus. Parce qu'elle avait décidé que sa vie prendrait désormais cette tournure. Personne ne l'y avait forcé. C'était ce qui la blessait le plus. Elle y était entrée de son plein gré. Elle pleura un moment. Personne ne la regardait. Alors elle laissa faire. Puis elle se leva, se lava le visage, se prépara un thé et ouvrit son ordinateur portable. Le plan d'affaires qu'elle avait commencé à esquisser la semaine suivant la table de Oren était toujours ouvert dans un onglet. Des notes brouillonnes, des chiffres provisoires, un nom qu'elle avait tapé avant de se raviser aussitôt. Whitfield Design Studio. Elle le relut, fit 3 corrections, puis l'enregistra. Son téléphone s'illumina. Un SMS de Rowan à 2h09 du matin, je sais qu'il est tard. Je regardais les croquis de Kessler que tu m'as envoyés. Ils sont magnifiques, Sloan. Je voulais juste que tu le saches ce soir. Elle resta un instant silencieuse. Puis elle répondit, merci pour ce compliment. Elle marqua une pause, puis ajouta, j'avais besoin de l'entendre. Elle ferma son plan d'affaires, posa son téléphone face contre tablé, pour la première fois depuis le 14 octobre, elle dormit d'une traite jusqu'au matin. Elle se trouvait devant l'immeuble d'Audrey, un mardi matin, lorsqu'elle remarqua la femme. La trentaine, vêtue d'un manteau sombre, elle tenait un carnet à la place de son téléphone. Un choix inhabituel. Elle était appuyée contre le pilier de l'entrée, avec la patience scrupuleuse et acquise de quelqu'un qui exerçait ce métier. Elle leva les yeux lorsque Sloan s'approcha. « Madame Whitfield ? Je m'appelle Cassidy Moore. Je suis journaliste d'investigation au Financial Times. » Sloan la regarda. « Comment m'avez-vous trouvé ? Je recherche la personne qui détient les documents de Callaway Capital depuis 6 semaines. Votre avocate est compétente, mais les documents immobiliers sont publics. » Cassidy ne s'excusa pas de l'avoir abordé. « Je ne suis pas là pour écrire un article sur un mariage. Je suis là parce que Petra Voss l'a déjà fait. » Elles montèrent à l'étage. Audrey versa du café et resta silencieuse pendant les 10 premières minutes. Elle écouta Cassidy étaler ses recherches sur la table de conférence, comme si elle assemblait une machine. 3 entreprises en 5 ans. Chacune était une société privée contrôlée par un seul associé fondateur. Chacune avait été ciblée par le biais d'une relation personnelle. Chacune avait été partiellement vidée de sa substance avant même que le dirigeant ne comprenne ce qui se passait. Dans les 2 cas précédents, les fondateurs avaient conclu un accord à l'amiable. Pas de presse, pas de procès. Les dommages avaient été absorbés en échange de l'étouffement de l'affaire. Petra avait disparu avec eux et réapparu ailleurs. Dans l'affaire Callaway, c'est la première fois que nous avons suffisamment de preuves documentaires pour engager des poursuites, déclara Cassidy. Mais seulement si la source est disposée à coopérer. À quoi ressemble cette coopération ? Demanda Audrey. Un témoignage officiel, l'accès aux documents. Je n'ai besoin d'aucun autre nom que celui de Voss et la structure juridique des entités. Sloan était restée silencieuse jusque-là. Elle regarda maintenant Cassidy droit dans les yeux. Le nom de mon fils n'apparaît nulle part dans ce que vous écrivez. Ni son âge, ni son école, rien. D'accord. Par écrit si vous voulez. Je veux. Cassidy l'écrivit sur une feuille de son carnet et la signa. Démodé, certes, mais Sloan apprécia le geste. Après le départ de Cassidy, Audrey se rassit et observa Sloan. Une fois que ce sera publié, nous perdrons la maîtrise du temps. Les tribunaux réagissent différemment quand la presse est aux aguets. Bien, dit Sloan. Petra agit dans l'ombre depuis 5 ans. Je ne veux pas l'affronter là-bas. Elle prit son manteau. L'obscurité est son avantage, pas le mien. Il a appelé un jeudi soir à 22h47. Sloan était à son bureau, en train de travailler sur les plans préliminaires d'un projet résidentiel que Rowan lui avait confié. La rénovation d'une maison de ville à Carroll Gardens. Un couple attendant leur premier enfant souhaitait que la chambre soit orientée à l'est pour profiter de la lumière du matin. Elle pensait beaucoup à la lumière ces derniers temps. À sa façon de se déplacer, à ce qu'elle révélait.
Elle a regardé le nom de Derek sur son téléphone pendant 2 sonneries, puis a décroché. Il n'a pas commencé par s'excuser, ni par poser de questions sur l'affaire, ni par quoi que ce soit qu'elle ait anticipé. Il dit, « Miles me manque. Je ne sais pas comment faire, ne plus le voir tous les jours. Je ne sais pas comment vivre avec ça. » Sa voix était différente. Le masque du cadre professionnel avait disparu. En dessous, il avait une voix humaine. Ils se retrouvèrent le lendemain après-midi au parc près de l'école de Miles. Ce dernier se précipita vers la structure d'escalade en forme de bateau pirate. En moins d'1 minute, il était tout en haut, négociant une trêve entre 2 autres enfants pour savoir qui était arrivé le premier au nid de pie. Derek et Sloan étaient assis sur le banc derrière lui. « Je ne te demanderai pas de revenir, » dit Derek. Il observait Miles, pas elle. « Je sais que ce n'est pas je ne vais pas te demander ça. » « D'accord. Je veux juste comprendre quelque chose. Tu as veillé sur lui pendant 3 mois. Tu savais. Et pourtant, tu as quand même couché Miles tous les soirs, préparé ses déjeuners. L'a emmené à ses cours de natation et tu n'as pas craqué. Bien sûr que je n'ai pas craqué, répondit Sloan. C'est mon fils. Derek resta silencieux un instant. J'ai perdu le fil, finit-il par dire. C'est la seule façon que je connaisse de l'exprimer. J'avais tout. Une vraie relation. Je t'avais, toi et Miles, et puis quelque chose de vrai. Et je me suis tellement investie dans la création de l'entreprise que j'ai perdu de vue pourquoi je faisais tout ça. Et Petra, elle n'a jamais donné l'impression d'avoir besoin de quoi que ce soit de moi. J'ai pris ça pour de la force. Je me trompais sur ce qu'est la force. Sloan ne dit rien. Elle laissa la question faire son chemin, je sais que ça ne résout rien. Non, acquiesça-t-elle. Non. Mais je veux que tu saches que je ne suis plus le même qu'à cette table, cria Miles du haut du bateau pirate. Papa. Papa, regarde ça. Il sauta de la 3e marche, atterrit dans les copeaux de bois et leva les bras au ciel. Derek se releva en applaudissant. Ouais, mon grand. C'est ça. Et pendant 1 seconde, sans se méfier, Sloan, observant son visage, le crut. Non pas que cela changeât quoi que ce soit. Mais elle le crut. Neil Dunbar appela Audrey à 21h51 un vendredi soir. Il ne dit pas grand-chose, mais il raconta que 2 hommes se tenaient devant son immeuble ce soir-là, sur le trottoir d'en face, silencieux, simplement présents. De cette présence particulière qui en dit long sans un mot. Ils étaient restés là pendant 40 minutes. Puis ils étaient partis. Elle le sait, dit-il. Audrey appela Sloan immédiatement après. Elles se sont retrouvées au bureau d'Audrey à 23h. Audrey portait encore les vêtements qu'elle avait mis au dîner, tandis que Sloan avait enfilé un manteau par-dessus son pyjama. Toutes 2 fonctionnaient grâce au café et à l'adrénaline propre à un problème exigeant des solutions immédiates. Si Neil se retire, nous perdons notre témoignage interne, a déclaré Audrey. Les documents sont déjà solides, mais un témoignage les transforme. Il ne se retirera pas, a affirmé Sloan. Il travaille sur ce dossier depuis 6 mois. Il n'a pas peur d'elle. Il a toujours attendu le bon moment. Elle a appelé Neil. Il a répondu à la première sonnerie. Elle lui a annoncé qu'elles avançaient les délais, qu'Audrey déposerait une demande de protection des témoins dès lundi matin et que l'article de Cassidy Moore serait publié avant l'audience, démasquant ainsi Petra avant qu'elle n'ait le temps de réagir. « Es-tu sûre pour la journaliste ?» a demandé Neil. Elle a signé son engagement dans un carnet, au stylo plume. J'ai trouvé ça rassurant. Un silence. Puis presque rien, mais Sloan l'aperçut. Un petit soupir qui ressemblait fort à un rire. Très bien. Lundi. Après l'appel, Sloan s'est assise dans la salle de conférence pendant qu'Audrey rédigeait le dossier de protection. La ville, par la fenêtre, continuait son ballet habituel à minuit, illuminée, animée, indifférente et magnifique. Elle ouvrit son ordinateur portable pour vérifier les dimensions du projet Kessler pour la 3e fois, car ses mains réclamaient à être occupées. À 2h17, Rowan lui envoya un SMS, toujours au studio, « Je travaille sur la proposition pour Méridian. » Impossible de dormir.
Et toi? Pareil, répondit-elle. Maison de ville en grès brun à Carroll Gardens, pépinière exposée est. Bon choix. Quelles sont les dimensions de la fenêtre? Elle lui envoya la fiche technique. Il répondit en 4 minutes par une remarque concernant la profondeur de l'appui de fenêtre, un détail auquel elle n'avait pas pensé, mais qui s'avérait immédiatement exact. Ils échangèrent des messages pendant 1 heure. Aucune mention de Petra, de l'affaire, de Derek, de tout ça. Juste le travail. Juste le plaisir particulier de réfléchir à un problème avec quelqu'un qui pense comme vous. À 3h30, elle ferma son ordinateur portable et se sentit un peu apaisée, sans pour autant se sentir bien. Elle rentra chez elle en voiture, traversant des rues désertes, et vérifia 2 fois que Miles allait bien avant de finalement s'endormir. L'article fut publié à 6h du matin, un jeudi. Financial Times, enquête. Signé Cassidy Moore. Le titre était clair et précis, une escroquerie en série sur les actions cibles des entreprises privées de taille moyenne, 5 années de fraude calculée. À 6h45, Bloomberg s'en empara. À 8h30, le Wall Street Journal publia un article plus court citant l'enquête du FT. À 10h, la SEC annonça l'ouverture d'une enquête officielle. Le nom de Petra Voss apparut dans les 3 publications, sans aucune nuance, signe que les rédacteurs avaient vérifié l'affaire de manière exhaustive. Sloan était en train de faire Miles. Sloan préparait son petit déjeuner quand le texto d'Audrey arriva. Elle le lut, posa son téléphone et continua de brouiller les œufs. « Maman, tu t'y prends mal, » dit Miles depuis sa chaise. « Je sais faire des œufs brouillés. »« Tu vas trop vite. Il faut y aller doucement, sinon ils deviennent caoutchouteux. » Sloan regarda son fils de 5 ans, qui donnait des instructions avec une assurance totale, et rit. Un vrai rire, un rire spontané. « Où as-tu appris ça? »« À l'école, avec Mademoiselle Patterson. »« On a fait des œufs. »« Mademoiselle Patterson a raison. » Sloan ralentit. « Mieux? »« Beaucoup mieux. » Elle dressa son assiette, lui fit des toasts, lui versa du jus et s'assit en face de lui pendant qu'il mangeait et parlait du bateau pirate du parc et du fait que les dinosaures auraient été d'excellents pirates grâce à leurs griffes. Elle ne regarda pas Bloomberg. Elle n'appela personne. Elle laissa la matinée être ce qu'elle était, ordinaire, calme et rien qu'à elle. À 30 pâtés de maison de là, un énorme scandale financier était en train de réécrire l'histoire des 6 derniers mois, une histoire qui allait coller à la peau de Petra Voss pour le restant de sa carrière. À 11h, Derek appela. « C'est toi qui as fait ça, » dit-il. Aucune accusation, juste un aveu. J'ai fourni des preuves à une journaliste qui enquêtait sur une affaire de fraude. Tout ce que je lui ai dit était vrai. Je sais. Un long silence. Le conseil a convoqué une session d'urgence ce matin. Il retire l'accès de Petra rétroactivement. Neil supervise lui-même l'audit. Bien. Sloan. Il s'arrêta. Puis reprit. Merci. Je sais que vous ne l'avez pas fait pour moi. Non. Dit-elle. Je ne l'ai pas fait. Elle raccrocha. Debout à la fenêtre de la cuisine, elle regarda la rue de West Village en contrebas. La boulangerie ouvrait son auvent. Une femme promenait un chien, vêtu d'un imperméable rouge. Un camion de livraison bloquait la moitié de la voie. Le chauffeur transportait des cartons avec l'efficacité patiente de quelqu'un qui avait fait cela 1000 matins. Rien d'ordinaire. Sans fin. Toujours en mouvement. Elle enfila son manteau et alla travailler. Le deuxième document arriva un vendredi après-midi. Audrey appela à 16h17 et prononça 4 mots avant toute chose, ne réagit pas à voix haute. Puis elle lut le document. La nouvelle équipe juridique de Petra, un cabinet différent, plus agressif. Le genre avec des halls d'entrée en marbre et des associés qui apparaissaient sur les chaînes d'information en continu. A y est joint une requête complémentaire à la procédure civile. Dans cette affaire, la requête soutenait que Sloan Whitfield avait délibérément exposé un enfant mineur à des poursuites judiciaires et à l'attention des médias, en utilisant un enregistrement réalisé sans le consentement parental au domicile familial.
Elle demandait également au tribunal des affaires familiales de réexaminer le statut de garde principale de Sloan, par souci de protection de l'enfant. Elle se sert de Miles, dit Sloan d'une voix monocorde. Oui. Elle utilise mon fils de 5 ans comme moyen de pression, car elle n'a plus rien d'autre. Oui. La voix d'Audrey était ferme. Et je tiens à ce que tu m'entendes bien, ça ne marchera pas. C'est une manœuvre tactique, une stratégie vouée à l'échec. Mais je voulais que tu le saches avant que tu ne l'entendes ailleurs. Sloan se tenait au milieu de son salon. Miles était dans la pièce voisine, absorbé par un documentaire animalier sur la vie marine, qui le passionnait en ce moment. Elle entendait le narrateur décrire comment une espèce de poisson se camouflait sur le fond marin pour échapper aux prédateurs. Elle s'approcha de la porte et l'observa un instant. Un instant. Il était allongé sur le ventre, le menton entre les mains, complètement absorbé. En sécurité, inconscient. Exactement comme il devait l'être. Elle retourna à la cuisine et reprit le téléphone. Que sait Derek de ce dépôt? Son avocat en a reçu une copie en même temps que nous. Je vous demande de ne rien faire pendant 2 heures. Pouvez-vous patienter 2 heures? Sloan. 2 heures, Audrey. Derek l'appela 40 minutes plus tard. Sa voix, lorsqu'il parla, avait une sonorité qu'elle ne lui avait pas entendue depuis longtemps. Quelque chose de clair, de froid et d'absolu. J'ai demandé à mon avocat de contacter le cabinet de Petra. Si cette requête n'est pas retirée lundi matin à 9 heures, je remettrai toutes les communications personnelles entre Petra et moi à la SEC pour enquête. Absolument toutes. Y compris celles qu'elle pensait avoir supprimées. Elle comprendra que vous êtes sérieux, dit Sloan. Je suis sérieux. Mon fils n'est pas un moyen de pression. Un silence. Il n'a jamais été un moyen de pression. Et j'aurais dû être plus clair là-dessus depuis longtemps. Il y a quelque temps. La motion a été retirée dimanche soir. La lettre est arrivée par coursier mercredi matin. Sloan a signé le reçu avant même de regarder l'adresse de l'expéditeur. Un cabinet d'avocats qu'elle ne connaissait pas basé dans le Delaware. Elle l'a ouverte à la table de la cuisine après le départ de Miles pour l'école. Whitfield contre Calloway Capital Holdings LLC et entités associées. Avis d'action civile. 12 pages. En bref. Le fonds du Delaware. Par l'intermédiaire de ses représentants légaux, il poursuivait Sloan personnellement pour 4,2 millions de dollars de dommages et intérêts. Il l'accusait de s'être livré à une ingérence délictuelle dans un avantage commercial potentiel. En fournissant au Financial Times et à la SEC des documents qui ont perturbé les opérations commerciales légitimes du fonds. Elle a répété l'opération 2 fois. Prudemment. Puis elle a appelé Audrey. Ils ne veulent pas gagner, a immédiatement déclaré Audrey. Un procès comme celui-ci contre une personne dans votre situation, ils savent que les chiffres ne tiennent pas la route. Ce qu'ils veulent, c'est vous ruiner, vous accaparer l'attention et faire en sorte que poursuivre ce combat vous coûte plus cher qu'un règlement à l'amiable. Je sais. Ce qui signifie qu'ils ont peur. Je le sais aussi. Elle resta silencieuse un instant. Dehors, le West Village suivait son cours habituel du mercredi matin. La femme du 4B promenait son terrier. Le pressing ouvrait le portail de sécurité. Le camion FedEx était garé en double file, l'air de rien. Je dois être au tribunal des affaires familiales demain et j'ai besoin d'argent pour la défense. À quoi cela ressemble-t-il? Audrey lui a donné le montant. Ce n'était pas une petite somme. Sloan a raccroché. Elle est restée assise un moment. Puis elle a ouvert son ordinateur portable et a écrit un simple courriel à Rowan. J'ai besoin d'avancer la date de début au studio. Pouvons-nous signer le contrat cette semaine? Et avancer le salaire du premier mois? La réponse arriva en 11 minutes. Contrat prêt à signer cet après-midi. Virements anticipés sous 48 heures. Et Sloan, si vous avez besoin de plus d'informations, dites-le moi directement. Pas de courriel. Elle expira. Son téléphone sonna de nouveau. Audrey rappelait. Sa voix était différente. Plus légère, presque surprise.
Tu ne vas pas le croire. Greta Calloway vient de m'appeler. Apparemment, elle avait passé sa matinée avec son avocat personnel à examiner les documents de la Société du Fonds du Delaware. Il n'avait pas enregistré la déclaration obligatoire d'entité commerciale étrangère auprès de l'État de New York lors de leur implantation ici. Ils ne peuvent donc pas porter plainte devant les tribunaux de New York. Sloan resta parfaitement immobile pendant 3 secondes. Elle a été avocate d'affaires pendant 30 ans, dit-elle. Apparemment, elle l'est toujours, quand elle le souhaite. La plainte fut rejetée pour vice de procédure avant la fin de la semaine. Pas d'audience. Pas de requête. Une affaire classée sans suite. Parce qu'une avocate à la retraite, installée dans une maison de l'Upper East Side, avait passé une matinée à faire des recherches approfondies. Ils l'ont arrêtée à JFK un mardi matin. Porte B17. Le vol de 7h45 pour Zurich. 2 agents fédéraux et un enquêteur de la SEC. Ils s'approchaient de chaque côté lorsqu'elle a présenté sa carte d'embarquement. Une approche telle qu'elle aurait su avant même qu'il ne parle. Une approche où fuir était impossible, et ne l'avait peut-être jamais été. Sloan n'a rien vu. Elle l'a appris d'Audrey à 8h03 par SMS. 3 mots et un lien vers l'article de la paix. Elle était dans sa cuisine en train de préparer du café. Son téléphone a vibré sur le comptoir. Elle l'a pris. L'a lu. L'a reposé. S'est versé son café. S'est assise à table. Dans la pièce d'à côté. Miles s'habillait. Il se racontait sa préparation comme tous les matins. Un commentaire continu sur les chaussettes. L'injustice des chemises à col. Les mérites respectifs du sac à dos bleu et du vert. Elle l'entendait distinctement à travers le mur. Sa voix était calme, sereine et assurée, comme celle de quelqu'un qui n'a pas encore appris à être autrement. Elle n'a pas allumé la télévision. Elle n'a appelé personne pour marquer le coup. Elle n'éprouvait aucun besoin de satisfaction. Le travail avait été accompli. Soigneusement, méthodiquement. Avec l'aide de personnes qui avaient répondu présentes quand elle en avait besoin. Et les conséquences étaient arrivées en temps voulu. Comme c'est souvent le cas lorsque les bases sont bien posées. Petra Voss a été inculpée de fraude boursière, de fraude par virement bancaire et de dépôt de faux documents auprès de la SEC. Son fonds du Delaware a été gelé. Les 2 sociétés qu'elle avait précédemment ciblées, dont les dirigeants avaient conclu un accord à l'amiable sans faire de commentaires, ont rouvert leur dossier dans les 72 heures suivant l'arrestation. Cette fois, elle ne disparaîtrait pas. Elle était désormais sous les feux des projecteurs. À 9h45, Sloan était au tribunal des affaires familiales. L'audience était calme, presque formelle. Les 2 avocats ont pris la parole. Le juge a lu l'accord de garde tel que soumis, rédigé conjointement en 3 séances par Sloan et Derek, par l'intermédiaire de leurs avocats respectifs. Garde principale pour Sloan. Droit de visite structuré pour Derek. Avec un planning précis et des points de contrôle intégrés, Derek signa sans hésiter. Il jeta un coup d'œil à Sloan avant de signer, sans rien demander. Juste un regard. Elle hocha la tête. Il lui rendit son hochement de tête. Devant le palais de justice, Audrey lui serra le bras. Le soleil d'octobre était vif et bas, comme à New York quand l'automne est enfin arrivé. « Comment te sens-tu » demanda Audrey. Sloan réfléchit un instant, sincèrement. « Prête, dit-elle, à tout ce qui m'attend. » Elle avait failli se tromper de robe. La veille au soir, elle avait préparé 2 options sur le lit, une robe portefeuille bleu nuit achetée pour un dîner auquel elle n'avait jamais assisté, et une simple robe noire qu'elle possédait depuis 3 ans et dans laquelle elle se sentait toujours elle-même. Elle resta là 30 secondes, puis choisit la noire sans réfléchir, comme on fait le bon choix quand on cesse de trop réfléchir. La grande salle de bal de l'hôtel Plaza était exactement comme toujours. Des lustres projetaient des lumières dorées. Dans cette salle comble de professionnels du bâtiment, on ressentait l'énergie particulière des architectes et des designers qui consacraient leur journée à résoudre des problèmes qui perduraient pendant des décennies. 300 invités. Un écran de projection au-dessus de la scène affichait le titre de l'événement, et en dessous, en caractères modernes et épurés,
Mercer plus Whitfield Studio, le projet résidentiel Kessler. Son nom sur cet écran, dans cette salle. Sloan se tenait en coulisses avec Rowan et prit une profonde inspiration. « Tu es prête ?» demanda-t-il. Elle le regarda, il portait un costume anthracite impeccable et affichait une confiance totale et sereine. Non pas confiance dans le résultat, mais confiance en elle. Comme si le résultat n'était qu'un détail. Oui, répondit-elle. Et elle l'était. Ils présentèrent ensemble pendant 22 minutes. Le genre de présentation qui plonge la salle dans le silence, non par politesse, mais par un intérêt sincère. Sloan parla de mémoire spatiale, de la façon dont on se souvient non pas de l'apparence d'une pièce, mais des sensations qu'on éprouve en s'y déplaçant. Rowan, quant à elle, parla d'intégrité structurelle et de l'obligation de la forme. Les diapositives étaient impeccables, les photographies magnifiques. Le travail parlait de lui-même, car il l'avait laissé s'exprimer. À la fin, les applaudissements ont retenti avant même que le maître de cérémonie n'ait pu prendre la parole. Plus tard, lors du cocktail, les 3 associés de cabinets différents lui ont remis leur carte de visite en l'espace de 15 minutes. Un promoteur immobilier qu'elle admirait depuis des années lui a demandé si elle acceptait des missions de conseil en affaires. Audrey est apparue comme par magie, lui a tendu un verre d'eau gazeuse et a murmuré « Mercer et Whitfield. C'est bien de cela qu'il s'agit maintenant, n'est-ce pas ?» Ce n'était pas vraiment une question. Près de l'entrée, Sloan a aperçu Greta Calloway, seule, un verre de vin à la main, observant la salle. Leurs regards se sont croisés à travers la salle de bal. Greta a levé son verre presque imperceptiblement. Sloan a fait de même. En sortant, alors qu'elle prenait son manteau, Rowan est apparu à ses côtés. Il n'a rien dit sur le coup, se contentant de marcher à ses côtés vers la sortie. Puis, d'une voix douce, « Je voudrais te demander quelque chose. » Pas ce soir, mais bientôt. Je sais, dit Sloan. Il la regarda. Je t'attendais aussi, dit-elle. 6 mois plus tard, le studio de Soho embaumait le café fort, le papier à dessin et, plus légèrement, le cèdre de l'étagère arrivé la semaine précédente. Sloan et Rowan avaient mis 3 heures à la monter, car aucun des deux n'avait lu la notice avant qu'il ne soit trop tard pour corriger leur première tentative. C'était un mardi matin, un de ces mardis ordinaires, paisibles et agréables, que ceux qui ont survécu à une année difficile apprennent à savourer. Miles était à l'école. Sa chambre, dans l'appartement de West Village qui n'était plus temporaire, Sloan avait signé un bail de 2 ans en janvier, était un paysage de livres, de dinosaures en plastique et d'un dessin scotché au mur, réalisé pour son anniversaire. Une maison jaune à la porte rouge et 2 silhouettes dehors, l'une grande et l'autre petite, perdues sous un soleil trop intense. Moi et maman, avait-il écrit en dessous, de l'écriture confiante et irrégulière d'un enfant persuadé que l'orthographe finirait par s'améliorer d'elle-même. Derek venait tous les samedis. Il était toujours à l'heure. Il ramenait Miles à la maison à l'heure. Il avait suivi les séances de thérapie familiale exigées par le tribunal, de toute évidence, les avait poursuivis de son plein gré. Il n'avait pas demandé à revenir. Il ne regardait pas Sloan comme on regarde quelque chose qu'on espère récupérer. Il la regardait comme on regarde une personne qu'on a blessée et qu'on apprend à respecter, avec un certain recul. C'en était assez. C'était plus que ce qu'elle avait espéré. Petra Voss avait accepté un accord de plaidoyer en mars. 11 ans. Le fonds du Delaware avait été dissous. Les 3 entreprises qu'elle avait lésées étaient à différents stades de redressement. Son nom était désormais public et y resterait. Neil Dunbar avait envoyé à Miles une carte d'anniversaire en octobre, accompagnée d'une carte cadeau pour une librairie. Miles, qui ignorait tout de Neil Dunbar, avait déclaré que c'était le meilleur cadeau, car c'était lui qui avait pu le choisir. Greta Calloway dînait avec Sloan et Miles le premier dimanche de chaque mois. Elle apprenait à Miles à jouer au gin rummy. Elle lui apprenait à gagner sans se vanter, une leçon qu'elle appliquait à presque tous les aspects de la vie. Et Rowan. Rowan avait posé sa question 2 semaines après le gala, à un coin de rue de Soho, en décembre, alors que la neige commençait à tomber, avec cette assurance tranquille propre à un homme suffisamment sûr de lui pour ne pas en faire étalage. Elle avait dit oui.
Non pas parce qu'elle avait besoin d'être sauvée, non pas parce que l'histoire l'exigeait, mais parce qu'elle l'avait regardé. Cet homme patient, si perspicace, qui avait vu son travail avant même de connaître sa situation, qui avait attendu sans attendre, qui s'était présenté comme le font les gens bien, et qui avait ressenti ce que c'était que de choisir librement, sans crainte, sans chercher à combler un vide. C'était nouveau. C'était un choix qui valait la peine d'être fait. Un mardi matin d'avril, elle était assise à sa table à dessin dans son studio de Soho, un café à la main, les plans de la première maison d'un jeune couple à Brooke. La chambre d'enfant, orientée à l'est, la lumière du matin était exactement là où il fallait. Elle travailla jusqu'à l'arrivée de Rowan à 9h, avec 2 cafés et une correction concernant la mesure de son rebord de fenêtre, qui était, une fois de plus, parfaitement juste. Dehors, la ville s'animait. L'atelier était baigné de lumière. Sloan Whitfield avait construit quelque chose d'indestructible. Non pas parce que c'était parfait, mais parce que c'était son œuvre. Et c'est là que l'histoire de Sloan s'achève, ou peut-être, plus précisément, là où elle commence vraiment. Si vous êtes encore là, je veux que vous sachiez quelque chose. Cela a son importance, car il ne s'agit pas d'une courte vidéo. Vous êtes restés. Et on ne reste pas pour des histoires qui ne nous touchent pas au plus profond de nous-mêmes. Alors, prenons un instant pour y réfléchir ensemble. Marc Aurèle a écrit « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, non sur les événements extérieurs. Prenez en conscience et vous trouverez la force. » Sloan ne contrôlait pas les actions de Derek. Elle ne pouvait pas retirer la chaise vide à cette table d'anniversaire, mais elle a maîtrisé chacun de ses choix après cet instant. Et cela a fait toute la différence. Voici ce que cette histoire nous enseigne en silence. Le plus dangereux est de se faire petit pour s'intégrer à la vie de quelqu'un d'autre. Alors Sloan a rangé ses crayons, son portfolio, son nom, et a appelé ça de l'amour. Ce n'en était pas. L'amour ne demande pas de disparaître. Guérir ne signifie pas toujours pleurer à chaudes larmes, même si parfois c'est le cas. Et c'est normal aussi. Parfois, guérir, c'est ouvrir son ordinateur portable à 3h du matin et signer un plan d'affaires. Parfois, c'est montrer son travail avant de voir ses blessures. Vous n'avez pas besoin d'être sauvé. Vous avez besoin de vous souvenir de qui vous étiez avant de vous effacer. Si cette histoire vous a touché ce soir, si le parcours de Sloan vous a paru familier, cliquez sur « J'aime » sans plus attendre. Partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous dès maintenant. Nous racontons des histoires comme celle-ci chaque semaine et vous méritez d'être là pour chacune d'entre elles. On se retrouve pour la prochaine histoire. Cette histoire est une œuvre de fiction créée à des fins de divertissement. Tous les personnages, y compris Sloan Whitfield, Derek Calloway, Petra Voss, Rowan Mercer et tous les autres personnages apparaissant dans ce récit, sont entièrement fictifs et ne représentent aucune personne réelle, vivante ou décédée. Toute ressemblance avec des personnes, événements, organisations ou lieux réels est purement fortuite. Les restaurants, cabinets d'avocats, entreprises et institutions mentionnées dans cette histoire, notamment le Warren Table, Calloway Capital, Mercer Studio et tous les lieux associés, sont utilisés uniquement à des fins fictives et ne sont en aucun cas destinés à représenter des entreprises ou organisations réelles portant ces noms. Cette vidéo ne prétend pas relater des événements réels. Il s'agit d'un récit dramatique conçu pour explorer les thèmes universels de la résilience, de la trahison, de la découverte de soi et de la guérison. Toutes les situations juridiques, financières et émotionnelles présentées sont dramatisées à des fins purement narratives et ne doivent en aucun cas être interprétées comme des conseils juridiques, psychologiques ou financiers. Nous croyons en une narration honnête et transparente. Merci de votre compréhension.